So I'm here with the Director General, Charles Baudouin, of COGES, who is the organizer for Eurosatory and was the former Director of Capabilities of the French Land Forces. Welcome, Charles. Thank you for joining us. So I'd like to start. Eurosatory is back after 4 years. Can you tell us how the exhibition has evolved, has changed since the last 2018 edition? En fait, Eurosatory s'est imposé progressivement comme le premier salon de défense et sécurité au monde, le plus grand salon du monde, tant en termes d'exposants que de visiteurs, et de beaucoup de délégations officielles qui viennent de plus de 100 pays, ainsi que des conférences très importantes pour essayer de percevoir les tendances. Eurosatory, malheureusement, a interrompu son édition en 2020 du fait de la pandémie. Il revient après 4 ans. Il retrouve immédiatement son premier rang. C'est le blockbuster des salons de défense et sécurité. Le salon est un très grand succès. Mais il revient dans un ordre mondial bouleversé par 3 grandes tendances. Bien sûr, tout le monde y pense, c'est le retour de la guerre interétatique en Europe. Deuxième grande tendance, c'est le réchauffement climatique qu'il faut absolument prendre en compte dans tous les secteurs de l'industrie, y compris défense et sécurité, mais aussi pour les armées, parce que les conflits sont écocides. Il faut penser maintenant non seulement à vaincre l'ennemi, mais à réparer l'environnement. Et enfin, troisièmement, c'est l'explosion du numérique qui se dirige petit à petit vers l'intelligence artificielle avec des connexions très fortes entre les drones et les véhicules au sol notamment. And I'm sure that these new concepts that you expanded on share weaknesses and advantages. Can you elaborate on each of these? Il est évident que le numérique aujourd'hui, tout d'abord, c'est la brique de base, le composant de base de l'industrie. On est sorti du domaine mécanique, analogique, pour entrer dans le domaine numérique. Même un moteur de camion aujourd'hui est entièrement, je dirais, numérisé. Il faut prendre ça en compte. Et le problème du numérique, souvent, c'est sa fiabilité. Donc il faut qu'il soit robuste, parce que c'est complexe, dans des environnements très, je dirais, difficiles, qui sont les environnements d'engagement des armées. Mais deuxièmement, c'est un sujet aussi de faiblesse par rapport à la cyber. Les cyberattaques se développent de plus en plus, que ce soit dans le domaine civil ou militaire, et donc il faut que nous puissions développer une résistance de nos systèmes d'armes aux attaques cyber. Finalement, c'est une attaque qui est tout à fait particulière parce que c'est dans un champ immatériel. Nos blindés demain pourront être attaqués non pas par des attaques physiques, mais des attaques immatérielles. Voilà. Enfin, il y a un autre sujet, c'est que le numérique coûte très cher, à la fois en acquisition et en soutien. Donc il faut que nous entrions absolument maintenant au niveau des industriels dans un numérique bas coût. Parce que la course à l'armement numérique de haut niveau amène à une réduction des cibles. Les États n'ont pas les moyens. Or, le conflit en Ukraine rappelle l'importance pour une armée de disposer d'une masse, compte tenu de l'attrition au combat. Donc il y a un vrai défi pour avoir un numérique tout aussi performant mais moins cher demain. You touched a little bit on the Ukraine war, which obviously in the past few months has rapidly changed. Not only the situation on the ground, but also the defense capabilities that we're looking for. In what way would you say the Ukraine war has changed or evolved the focus of the conference or the products that we're seeing in the industry? La dernière grande guerre qu'a connue l'OTAN contre une armée, je dirais, symétrique, c'était 1990. Un peu encore en 2003, mais surtout en 1990. Et depuis, les armées occidentales, fortement outillées, se sont trouvées à faire face à un ennemi qui était du terrorisme, qui n'avait pas de défense solaire, qui n'avait pas de blindés, qui utilisait surtout le téléphone satellitaire, la Kalachnikov, le RPG-7 et l'IED. Et donc nous avons progressivement, du fait notamment des réductions de taille des armées, parce qu'elles ont toutes professionnalisé leurs soldats, et ça coûte plus cher un soldat professionnel qu'un soldat qui est appelé, du fait aussi de la réduction des budgets militaires. Pour beaucoup de pays, la fin de la guerre froide, ça a été les dividendes de la paix. Donc les armées ont perdu en taille, et aussi ont perdu en épaisseur, ce que j'appelle l'épaisseur. Beaucoup moins de matériel et beaucoup moins de munitions et de pièces de rechange, parce que ce sont des stocks morts et qui coûtent cher. Et ces armées se réveillent brutalement, en fait, avec une guerre qui montre à quel point les armées peuvent connaître des attritions très importantes. Il suffit de regarder l'attrition de l'armée russe, mais aussi de l'armée ukrainienne, et s'aperçoivent que, par exemple, la défense solaire a été totalement sacrifiée, que l'artillerie, que les chars ont été sacrifiés. Et nous assistons aujourd'hui sur ce salon à une résurgence, justement, de ces sujets
parce que les États s'étant rendus compte, notamment en Europe, de ce manque, vont devoir se réarmer dans des domaines qu'ils avaient sacrifiés, parce que c'est vrai qu'une artillerie lourde contre du terrorisme, une unité de défense solaire contre le terrorisme, ça n'a jamais eu lieu d'être. Même si le terroriste, nous le voyons maintenant, utilise des drones, et que la lutte anti-drone, c'est quelque chose qui est très difficile, dont on n'a pas trouvé encore la solution totale, et qui est un vrai défi technologique. Et la lutte anti-drone est très présente sur le sol. And I think you mentioned there's also a Ukraine pavilion present at the conference this year, which is very interesting. Based on the new concepts that we're seeing this year, we briefly touched on how only 10% of the exhibition itself is focused on the procurement or armament industry. Can you expand on what other technologies or sectors are present at Eurosatory this year? Absolument. Les salons sont toujours victimes d'une simplification. Et donc les gens pensent qu'Eurosatory, c'est un salon d'armement. Et loin s'en faut en fait. Seuls, comme vous le disiez, 10% des exposants, sur 1800 exposants, présentent des systèmes létaux ou à létalité réduite. En fait, si je fais le compte, j'ai quand même 20% d'exposants, 2 fois plus d'exposants, qui traitent de la sécurité civile et du sanitaire. J'ai aussi beaucoup d'exposants, on peut penser que c'est un salon terrestre souvent. Or, j'ai plus de 400 sociétés qui traitent d'aviation et d'espace. J'ai plus de 100 sociétés qui traitent du naval. J'ai plus de 100 sociétés qui traitent du cyber. En fait, il faut comprendre que le milieu terrestre, c'est par essence un milieu intégrateur de capacités. Vous ne pouvez plus rien faire aujourd'hui au sol si vous n'avez pas les flux spatiaux pour être localisés, pour naviguer, pour avoir les communications et les observations. Donc on voit bien que les milieux sont interdépendants et le milieu terrestre a besoin de l'apport de tous les autres milieux et c'est ce qui est retranscrit sur ce salon. And so let's go back a little bit on your own previous experience. We mentioned that you are the former Director of Capabilities for the French Land Forces. Have you taken any of your previous experiences in the military sector with you as Director General of the conference? Have you taken any lessons? Alors tout d'abord, j'ai effectué une formation de soldat. J'étais officier de cavalerie saint-cyrien. J'ai 38 ans d'expérience militaire et j'ai une grande spécialité dans la conception des systèmes d'armes. Donc j'étais à la fin, mon dernier poste c'était le Deputy Chief of Staff for Capabilities. Donc véritablement j'ai une grande science de l'équipement des forces, en système de forces complexes. Et j'ai apporté avec moi bien sûr cette connaissance, et c'est normal. Dans le même temps, je suis revenu au salon Eurosatory comme colonel et puis comme général. Pourquoi? Parce qu'un état-major d'armée qui pense sa défense de demain, et souvent on pense à 20 et 30 ans, va penser son système dans 30 ans par le biais de sa réflexion propre. En revanche, il nous manque toujours des équipements nécessaires parce que la technologie avance très vite. Et comme colonel et général, je venais souvent sous le salon et je trouvais énormément d'idées qui me permettaient d'injecter dans les forces très vite des capacités. Donc il faut bien avoir une réflexion top-down qui est importante, c'est une réflexion de long terme. La réflexion de court terme, c'est plutôt bottom-up, en profitant de ce qu'on appelle l'étagère, de ce que proposent les industriels, pour pouvoir l'intégrer très vite aux forces. Notamment les conflits d'Afghanistan qu'on a connus ont révélé des insuffisances, notamment par rapport aux explosifs improvisés, et l'armée a dû s'adapter très vite. Et cette adaptation très rapide s'est faite parce que nous disposions d'équipements réalisés par les industriels et disponibles sur l'étagère. Okay, I think that's everything. Thank you for joining us. Merci. Thank you for your time and good luck with the exhibition. Merci beaucoup.